Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Yann Brossat. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes adjoint à la maire de Paris en charge du logement. Et depuis ce week-end, vous êtes aussi le tout nouveau président de l'ANEC, l'Association nationale des élus communistes et républicains. On va y revenir, mais d'abord, lendemain de fête oblige. C'était ce week-end le rendez-vous de la fête de l'humanité. Dans son discours, Fabien Roussel tend la main à la gauche. Vous êtes optimiste sur cette main tendue? Je le suis un peu plus qu'il y a quelques mois. Disons que je pense que certains ont retenu les leçons des élections européennes. En tout cas, nous oui, mais je crois que d'autres aussi. Et je crois que chacun a conscience que personne ne peut gagner seul à gauche. Donc nous sommes de toute façon condamnés à travailler ensemble. Enfin, ou alors on se fait à l'idée que le paysage politique se fige avec les libéraux d'un côté et les fachos de l'autre. Mais je pense que ceux qui ne veulent pas cela ont compris qu'on a besoin de travailler ensemble. Alors il y avait quand même cette année encore un grand absent, et même absent, ou plutôt surtout absent. Il arrive à faire parler de lui, Jean-Luc Mélenchon. Les discussions avec les Insoumis, c'est encore possible? Enfin, en tout cas, moi je suis convaincu que les Insoumis sont des partenaires pour nous et qu'on a vocation à travailler ensemble. Après, ne caricaturons pas les choses non plus. Il y avait des Insoumis, y compris des responsables de premier plan, qui étaient présents à la fête de l'humanité. Il y a encore des choses que nous faisons ensemble. Nous menons ensemble la bataille pour un référendum sur Aéroport de Paris. On se retrouvera dans la rue ensemble pour dire non à cette réforme des retraites qui est tout à fait inique. La vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de construire ensemble? On est aujourd'hui capable de riposter ensemble, on se retrouve dans la rue ensemble. Est-ce que demain, nous serons capables de construire un programme partagé? Moi, en tout cas, je le souhaite. Je pense que c'est possible, qu'il n'y a pas d'obstacle de fond insurmontable. Ça suppose évidemment qu'on discute, qu'on confronte nos stratégies, mais je ne vois pas d'obstacle insurmontable à ce travail. Mélenchon encore, il est l'objet d'un procès politique selon vous. Vous êtes d'accord avec ces accusations d'une justice politique? En tout cas, quand Jean-Luc Mélenchon dit que le parquet n'est pas indépendant, il dit un fait. Ce n'est pas un jugement d'appréciation, c'est un fait. Et moi, je serais favorable à ce que le parquet soit indépendant. Après, il a choisi une stratégie de défense, c'est la sienne. Je la respecte, je ne suis pas sûr que j'aurais choisi la même à sa place, mais enfin, en tout cas, c'est son choix, je le respecte. Vous avez parlé d'ADP, Aéroport de Paris, la mobilisation, c'est vrai qu'elle était très présente ce week-end à la fête de l'humanité. C'est le bon combat, c'est le juste combat pour justement fédérer ou en tout cas relancer la gauche? Il y a deux grands combats pour moi en cette rentrée. Le premier combat, c'est Aéroport de Paris. C'est la bataille que nous menons pour réussir à obtenir un référendum. C'est deux combats en un. C'est à la fois un combat pour la défense du service public, le refus des privatisations, le refus de cette logique marchande. C'est aussi un combat pour la démocratie, puisque c'est la première fois que nous nous saisissons d'une avancée démocratique d'une certaine manière qui doit nous permettre d'obtenir un référendum. Et puis l'autre grand combat social, c'est le combat des retraites, qui est bien sûr le grand combat social de la rentrée. J'ajoute évidemment à ça toutes les mobilisations sur le climat. Ce week-end, le JDD a publié un sondage sur les municipales à Paris. Il place Anne Hidalgo en tête. Vous êtes confiant pour mars prochain? Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la gauche est en meilleure posture qu'il y a quelques mois. Si je me replonge dans quelques souvenirs de l'année dernière, j'ai quand même le sentiment que la situation était plus difficile. Le bashing contre l'équipe municipale était extrêmement puissant. Au final, on voit qu'il y a un socle solide de Parisiens qui, soit parce qu'ils choisissent la gauche, soit parce qu'ils choisissent les écologistes, en tout cas, ont plutôt envie que l'expérience municipale se poursuive et n'ont pas envie à rebours que Paris devienne la propriété de la République en marche. A priori, sauf surprise, les communistes partiront dès le premier tour avec Anne Hidalgo. Pourquoi ne pas présenter une liste communiste comme vous l'avez fait aux européennes? Après tout, c'était un peu la ligne de Fabien Roussel, celle de relancer la famille communiste en présentant des listes indépendantes partout. Bon, d'abord, à Paris et aux élections municipales de manière plus globale, nous avons quasiment toujours fait des listes d'union, des listes de rassemblement. À Paris, on est dans l'union dès le premier tour depuis 1995, j'avais 15 ans, donc ça fait déjà un certain temps et nous avons des habitudes de travail communs. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait en 2014 et j'ai plutôt le sentiment que cela n'a pas conduit, en tout cas à Paris, à un effacement du Parti communiste. Je n'ai pas le sentiment que le Parti communiste, que ses représentants au sein de l'équipe municipale aient été invisibles depuis quasiment 6 ans. Est-ce qu'on veut que Paris reste à gauche? Moi, je crois que c'est ça la vraie question. Si on veut que Paris reste à gauche, il faut quand même mettre toutes les chances de notre côté. Il reste qu'on n'a pas encore décidé de ce qu'on allait faire, donc on prendra, nous les communistes, notre décision en novembre, soit une liste indépendante, soit une liste d'union dès le premier tour. Ce que je souhaite surtout,
c'est que si union il y a, cette union puisse se faire sur un contenu, sur la lutte contre la spéculation immobilière, sur la lutte contre l'ubérisation de la ville. Ce sont des propositions que nous allons faire et j'espère qu'elles seront prises en compte par Anne Hidalgo. Vous avez actuellement 13 élus au Conseil de Paris, 3 élus je crois sont membres aussi de l'exécutif municipal. Vous avez fait un peu plus de 3% aux élections européennes. Les négociations vont être rudes je suppose avec les socialistes, non? Vous allez perdre des élus? Je ne le pense pas. Et de toute façon, à Paris comme ailleurs, hein, on a besoin de se serrer les coudes. Parce que si on se fie de toute façon aux résultats des élections européennes, personne ne peut faire le fier. Donc il faut que chacun tienne compte de la réalité, avec des listes aussi, je crois. Et les communistes en tiennent compte également, qui ont vocation à s'ouvrir à la société civile, des syndicalistes et des associatifs. On y travaille et tout ça sera plus précis à partir de l'automne. Vous, Yann Brossa, vous êtes élu du 18e arrondissement de Paris, vous avez été président de groupe dans la précédente mandature. Aujourd'hui, vous êtes adjoint chargé du logement. Un maire d'arrondissement communiste, c'est envisageable? Oh ben, ce serait envisageable, oui, enfin pas forcément moi, mais enfin en tout cas un maire d'arrondissement, bien sûr, ça aurait du sens, oui, tout à fait. On discutera de plein de choses, aussi. D'abord et avant tout du fond. Enfin, moi j'ai d'abord envie qu'on se mette d'accord sur quelques propositions de fond. Prenons la question de la gratuité des transports en commun. C'est quand même une des grandes questions qui va se poser dans les années qui viennent. On ne peut pas dire d'un côté il ne faut plus utiliser sa voiture, et puis de l'autre, ne pas avoir d'avancées nouvelles en matière de transport en commun. Dès qu'on réduit la place de la voiture, il faut faciliter les mobilités alternatives, et donc notamment les transports en commun, et avec des tarifs qui doivent être attractifs. Moi je suis favorable à ce qu'à terme, on ait la gratuité des transports en commun à Paris. On a eu des avancées dans ce mandat, grâce aux communistes d'ailleurs. Gratuité pour les personnes âgées, gratuité pour les jeunes de 4 à 11 ans. Il faut à mon sens maintenant aller plus loin et se fixer le cap d'une vraie gratuité des transports en commun dans la capitale. Sur le fond justement, je l'ai dit, vous êtes le nouveau président de l'ANECR. C'est quoi un élu local communiste? Est-ce que ça a du sens encore de parler de communiste? D'abord, je ne suis pas encore élu. L'ANECR, qui est donc notre association qui regroupe les 7000 élus communistes et les 800 maires communistes. Ce congrès aura lieu les 4 et 5 octobre et je suis attaché au fonctionnement démocratique de cette association. Je dirais que, bon, d'abord, les élus communistes, ils sont reconnus pour être des élus qui innovent en matière sociale, en matière de solidarité. De toujours, les élus communistes sont ceux qui se battent le plus fort pour le logement social. Il est assez rare que les maires communistes figurent dans la liste des maires délinquants qui n'appliquent pas la loi SRU prévoyant 25% de logements sociaux dans chaque commune. Le logement social, les politiques de solidarité, les politiques culturelles, les politiques en direction de l'enfance, tout ça, ce sont des caractéristiques des maires communistes. Mais j'ai envie de dire quelque chose qui à mon sens, est peut-être plus... Enfin, qui moi me frappe beaucoup. Quand on vit dans une ville dirigée par un maire progressiste, par un maire communiste, on ne vit pas tout à fait de la même manière que quand on vit dans une ville dirigée par un maire réactionnaire. Parce qu'un maire, une mairie, une municipalité, ce ne sont pas seulement des équipements ou des services publics, ce sont aussi des valeurs qu'on transmet. Et d'ailleurs, regardez à contrario ce qui se passe à Levallois-Perret en ce moment. Regardez la manière dont les habitants réagissent à l'incarcération de leur maire. Oui, il y en a plein qui disent c'est honteux. Pourquoi? Parce que quand un maire réactionnaire comme lui imprègne sa population de valeurs réactionnaires, ça finit par avoir des conséquences sur ce que les gens pensent. Et à l'inverse, quand on a un maire qui se bat pour des valeurs progressistes, je crois que ça transmet aussi auprès de la population des valeurs qui sont des valeurs plus belles que celles de Patrick Balkany. Donc l'enjeu, il est évidemment en termes d'équipement public ou en termes de politique publique, mais il est aussi en termes de valeurs. Et ça, je pense que les communistes transmettent des valeurs quand ils dirigent des villes qui sont des valeurs de solidarité et de partage qu'on ne retrouve pas toujours ailleurs. Un mot quand même sur ce qui se passe de l'autre côté de l'échiquier politique dans le cadre des municipales à Paris. Cédric Villani est un peu la surprise du sondage du JDD. Il talonne Benjamin Griveaux de quelques points. Il faut rappeler que Villani a été le président du comité de soutien d'Anne Hidalgo en 2014. Si une alliance devait voir le jour avec un Cédric Villani et Anne Hidalgo, vous vous y opposeriez? Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Cédric Villani, même s'il se présente comme une espèce d'ovni politique, il a maintenant un CV, puisque depuis 2017, il a fait un choix politique, qui est le choix de rejoindre Emmanuel Macron. Il a voté toutes les lois proposées par ce gouvernement, enfin à part sur le CETA où tardivement il a eu piscine, mais enfin pour le reste, il a voté toutes les lois
du gouvernement, y compris la loi Asile-Immigration, qui est une loi extrêmement sévère. Donc il doit assumer ça, et il est d'une certaine manière porteur du bilan d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. C'est pas un perdreau de l'année. En politique, on fait des choix, et les choix qu'on fait, ça se traduit par des votes. Donc il devra les assumer. Il a voté la baisse des APL, enfin bref, il n'a rien de progressiste. Je vous pose la question parce que ce week-end avait lieu les Universités d'été de Paris en commun, qui est l'association qui prépare la campagne d'Anne Hidalgo, parmi lesquels on retrouvait Emmanuel Causse. Ils ont leur place, les anciens ministres parisiens. Je pense à Emmanuel Causse évidemment, mais il y en a d'autres. En tout cas, pour ce qui concerne Emmanuel Causse, pour l'avoir côtoyée quand elle était ministre du Logement, alors que j'étais adjoint au logement à la mairie de Paris, c'était une bonne ministre du Logement. Et c'est quelqu'un qui s'est plutôt battu, notamment sur la question de l'encadrement des loyers. Alors bien sûr, l'encadrement des loyers, c'était la loi Allure et c'était Cécile Duflot. Mais quand il a fallu mettre en place l'encadrement des loyers, elle nous a plutôt aidés. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec Emmanuel Causse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire plutôt à vos amis écologistes qui partent seuls dans cette campagne des municipales? Donc c'est leur droit. C'est leur droit le plus strict. Et quand Jadot, par exemple, explique sur le bilan d'Anne Hidalgo, qu'il explique que le côté positif du bilan, ce sont les écologistes, et que le côté négatif, tout le côté négatif, est ce qui n'aurait pas été fait, c'est Anne Hidalgo. Alors, leur droit, c'est de se présenter, et leur devoir, c'est de reconnaître qu'ils faisaient partie de la majorité municipale. Enfin, ce que dit Yannick Jadot est ahurissant. Les Verts, ils ont voté tous les budgets depuis 2002. Hein, le budget 2002, ils l'ont voté jusqu'au budget 2019. Donc ils ont voté la totalité des budgets de la mairie de Paris. Donc quand j'entends Yannick Jadot expliquer que les Verts n'ont pas soutenu Anne Hidalgo, il l'a dit comme ça, il raconte des choses qui sont, comment dire, il prend quelques libertés avec la vérité, comme aurait dit Bertrand Delanoë. Donc non, moi je crois qu'ils ont tout à fait le droit de se présenter seuls, ils l'ont d'ailleurs toujours fait. Hein. Ils ont toujours présenté une liste seule. Simplement, il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on gère cette ville ensemble, parfois avec quelques frottements, mais enfin on la gère de manière correcte et en entretenant de bonnes relations. Bon, donc, mais bon, il y a aussi des propos de campagne, et puis à un moment donné, il y a la réalité qui s'impose. J'ai une dernière question justement sur l'écologie, Yann Brossard. Dans son discours ce week-end, Fabien Roussel a proposé de réduire l'énergie nucléaire à 50% d'ici 2030-2035. Ça vous va, ou vous dites à vos camarades, soyons plus ambitieux, essayons d'aller plus loin et plus vite sur la question de l'écologie? Moi, j'ai parfois le sentiment qu'on a des débats un peu religieux sur cette question-là, quasi dogmatiques, qui ne correspondent pas à grand-chose. Tout le monde sait qu'on ne peut pas se débarrasser du jour au lendemain de l'énergie nucléaire, et tout le monde sait dans le même temps qu'il faut réduire la part du nucléaire. Donc trouvons le bon chemin, et je pense que les propositions faites par Fabien Roussel vont dans le bon sens. En tout cas, les communistes ne défendent pas le nucléaire d'une manière dogmatique. Ils constatent simplement qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer immédiatement. Donc réduisons la part du nucléaire, restons sous maîtrise publique, ce qui est essentiel pour des raisons de sécurité, et puis surtout investissons massivement par de l'investissement public pour les énergies renouvelables. Je pense que c'est le bon chemin. Merci Yann Brossard. Merci à vous.